Kwaidan, si vous connaissez pas, je vous ai vendu Harakiri en vous disant que c'était un chef-d'œuvre de Kobayashi, le même réal qui fait du coup un film d'horreur, disons d'épouvante, en 4 parties qui s'appelle Kwaidan, qui est vraiment hyper chouette aussi si vous l'avez pas vu. Donc là, j'ai pas le Blu-ray sur moi, je suis désolé, mais hop, tac, ça peut être pas mal. Voilà. Donc c'est superbe, c'est 4 histoires qui sont tirées de légendes japonaises. Et visuellement, ça défonce. C'est magnifique. Mais Harakiri déjà, c'était magnifique. Mais ça, c'est superbe aussi. Donc c'est superbe aussi, Kwaidan, si vous n'avez pas vu. Ces 4 histoires, alors ça souffre de quand même du problème, je trouve, de absolument 100% des films anthologie, c'est-à-dire qu'il y a évidemment certaines histoires, certains courts-métrages qui sont un peu moins bien que d'autres. Mais bon, voilà, c'est quand même vraiment superbe. Enfin, c'est absolument magnifique. Ça dure 3 heures, c'est visuellement hyper généreux. Là, vous avez vu des plans, c'est truc de ouf. Moi, je trouve que en termes d'image, ça claque de malade. C'est que en plus, c'est du studio de ouf. Il y a des décors, il y a des peintures absolument sublimes. La musique, elle est dingo. Il y a des jeux, c'est des jolies histoires de fantômes. C'est très très beau, très très beau. Kwaidan, j'aime beaucoup. Et si vous connaissez pas ce réal, il a fait plein de films super. Je vous en reparlerai probablement au fil du temps parce que Harakiri, je vous en ai parlé. Je le rappelle, le faire gagner si vous êtes fort dans pas longtemps, puisque là on va commencer à passer aux choses sérieuses de ce stream. Voilà. Karim, j'ai remarqué que tu ne parles pas beaucoup de western. Du coup, tu penses quoi de Danse avec les loups avec Kevin Costner? Je l'ai pas vu depuis que j'étais petit. Vraiment, je pourrais pas te parler de Danse avec les loups parce que je vais te dire que des conneries. Je l'ai vu la dernière fois que je l'ai vu, j'étais vraiment un petit genou. Mais je parle pas de western. J'adore les westerns. Hein. Je parle pas de western. Je sais même pas. Je pourrais même pas te dire pourquoi en fait. Si en plus j'ai parlé il y a pas longtemps en ce moment, je me remate les classiques du western spaghetti. Là, j'ai prévu de me mater Django bientôt. Comment il s'appelle El Chuncho aussi. Et j'ai rematé, j'ai rediscuté il y a peu de la trilogie des dollars, évidemment, et de Il était une fois dans l'Ouest. Si, quand même, je parle un peu de West. Alors, bon, c'est que des western spaghetti, du coup. Enfin, des westerns italiens, disons. Mais non, j'aime bien les westerns. Non, au contraire, j'adore les westerns, en fait. Il y a plein de westerns que j'adore. Mais récemment, à part les westerns italiens, j'en ai très peu maté. J'avais envie de me refaire des John Ford il y a peu, mais je me suis pas relancé dans l'aventure parce que du coup, je regardais d'autres films. Mais non, j'adore le western. Je trouve que c'est un genre fondateur de l'histoire du cinéma. Si, j'ai rematé... Tu sais quoi, le dernier western que j'ai rematé, c'était l'attaque du Grand Rapide. C'est le Great Train Robbery. Voilà. Un petit quart d'heure, ça va droit au but, mais c'est super en fait, hein, c'est super. Ça, c'est le genre de film qu'on pourrait presque regarder ensemble, parce que je suis sûr, du coup, que les droits, enfin, j'imagine, ne sont plus. Ou alors, où on fait un truc un jour en mode, comment dire, les premiers films, les tout premiers films, Muybridge. On fait des trucs où on regarde du Muybridge et on regarde le passage de Vénus, on regarde les trucs d'Émile Reynaud et tout. Ça peut être intéressant. J'en regarde pas mal en ce moment aussi. J'aime bien faire ça de temps en temps. Bon, bref, on s'en fout. C'est tout ça pour dire que déjà, je vous adore.
que je vous aime de tout mon cœur, que je vais juste, sans évoquer vraiment les films, vous dire que soit jeudi, soit la semaine prochaine, on fera un truc sur Evil Dead, parce que je prévois normalement demain soir, si tout se passe bien, je devrais pouvoir aller voir Evil Dead Rise, et ce sont des chefs-d'œuvre évidemment. Les Evil Dead sont des films absolument monumentaux, incroyables, légendaires. Je vais tous les remater du coup, et comme ça on pourra en parler. Ça aura peut-être la forme d'un Dessorg, donc on jouera peut-être à un jeu vidéo Evil Dead. Je sais pas encore lequel, mais peut-être que ça se passera. Si c'est pas le cas, juste qu'on discutera des films éventuellement, je vous montrerai des images, peut-être ça peut être sympa. Voilà, je vais faire une petite pause pour remercier les gens qui ont sub, puisque vous avez été nombreux à sub, et ça fait super plaisir. Je vais couper ça, clac. Et ensuite, on va passer du coup à la deuxième partie de ce stream, qui sera un peu plus courte que ce que j'imaginais, mais c'est pas grave, ça va quand même le faire. C'est-à-dire qu'on va jouer à un jeu vidéo. On va jouer à un jeu vidéo ensemble. Je vous ai gardé le secret sur quel jeu vidéo ça allait être, parce que j'ai envie que vous le deviniez. Et je vais redonner les petits indices, et le gagnant gagne donc, je le répète, le Blu-ray de Harakiri, qui est un chef-d'œuvre. Donc je vous montre vite fait quand même la bande-annonce d'Harakiri, qui est vraiment, si vous l'avez jamais vu, ce film, un chef-d'œuvre. Vous avez peut-être vu le remake, ça c'est le remake de Takeshi Miike, mais le film de base en fait, qui date, je ne sais plus de quand. Je crois que c'est 60, c'est le début des années 60, mais je ne pourrais plus le resituer exactement. Mais 62, puisque j'ai pas d'œil et que c'est écrit devant ma gueule, mais je le vois pas. Attendez, bougez pas. Est-ce qu'il y a un trailer avec la... Parce que l'image est magnifique aussi, donc j'imagine qu'il y a... Non. C'est pas grave, de toute façon c'est trop beau. Donc ce film, vous pouvez le gagner, c'est un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma japonais. Je vais vous raconter après l'histoire vite fait. Ok. J'ai peur qu'il vous spoil ce qui se passe. Donc du coup, je vais peut-être... Alors attendez, Contemporary Trailer. Pardon, c'est très fort, désolé. Et j'aimerais bien ne pas mettre de sous-titres en fait. Ah putain, je suis obligé. Est-ce que ça va spoiler vraiment en fait? Du coup, je vais vous raconter le film en fait. Je vais vous le raconter et on va sortir de ce monde de trailers qui spoil en fait ce qui se passe. Je vais vous raconter les choses qui se passent au début de ce film. Du coup, je vais raconter le début du film. Je suis désolé. Mais vous inquiétez pas, même si le scénar et vous êtes un peu spoilé, ça vaut quand même le coup parce que le film est un sublime chef-d'œuvre qui est au-delà de la surprise du film. Et il y en a plusieurs en plus des surprises dans le film. Mais au-delà de ça, ça reste quand même de toute façon un monument. Mais ils sont fous de
comment dire, enfin, les gens qui font les bandes annonces, quoi, ils sont fous. Du coup, ce que je voulais dire. Ce film-là raconte l'histoire d'un samouraï qui désargenté, qui arrive, qui se présente à la porte d'un seigneur en lui disant je suis sur le point de me faire harakiri. Est-ce que je peux faire à la cool chez vous, quoi? Parce que du coup, il faut le faire dans le cadre d'une cérémonie où les gens te regardent et il y a aussi quelqu'un pour te décapiter au moment où pour pas que ça dure trop longtemps, quoi. Donc du coup, il demande de se faire seppuku harakiri chez le seigneur en question. Sauf qu'à cette époque-là, en fait, il y avait tout un délire de samouraïs sans thune qui faisait ça pour que le seigneur en question lui donne du bif ou un taf, en fait. Et, du coup, pour attirer un peu soit de pitié ou machin de truc, pour que le mec dise non, mais écoute, c'est courageux ce que tu fais pour l'honneur, t'es sur le point de te tuer, donc je vais te donner du taf. Mais sauf que du coup, les gens le préviennent, les gens du seigneur en question lui disent bon, écoute, tu le fais pour de vrai, hein, parce que nous, on rigole pas avec ça. Nous, c'est pas on va pas te donner du taf. Et il lui raconte une histoire. Voilà, il lui raconte une histoire de quelqu'un qui était à sa place avant. Et voilà. Je ne vais pas en dire plus, c'est hyper intéressant et c'est un chef-d'œuvre qui a une photo de malade, qui a des cadres de sublimes, qui est en plus les acteurs, je les trouve au diapason. Tout est merveilleux dans Harakiri. Ça dit beaucoup de choses sur justement l'honneur, sur tout le concept. Il y a des scènes en plus brutales, vraiment hyper intenses, je trouve. Il y a des idées. Notamment voilà un des seppuku qu'on voit dans le film est complètement ouf. Il y a plein de choses qui se passent dans ce chef-d'œuvre et que je vous recommande évidemment, et d'autant plus que vous pouvez le gagner puisqu'il s'avère que j'ai 2 fois ce Blu-ray. Parce que parfois en fait ça m'arrive d'acheter des trucs et de me dire merde, j'avais oublié, en fait je l'ai déjà, et c'est ce qui m'est arrivé avec Harakiri. Donc du coup soit je le renvoie, soit je vous le fais gagner. Je me dis tiens, pas, je vais vous le faire gagner, ça vous fera plaisir. C'est un chef-d'œuvre. Je sais plus qui sort. Chez quel éditeur c'est sorti, je me demande, c'est pas Carlotta ou quoi, je sais pas, mais c'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc vous allez gagner, donc vous allez pouvoir gagner, mais c'est pas dit parce que le truc est vraiment chaud, l'énigme est vraiment tendue. Avant de lancer cette énigme, je vais juste remercier les gens qui ont sub. En plus, vous avez été vraiment nombreux. Donc, je vous embrasse très très fort. C'est hyper gentil. Pisca Flash, merci beaucoup à toi pour ton 7e mois de sub. Tu me dis, t'en as pas marre de recevoir des éloges pour ton excellent travail. C'est très gentil. J'en ai jamais marre. J'adore les compliments. Merci pour tout le savoir que tu partages avec nous. Bisous et papouille. Bisous et papouille à toi également, Pisca Flash. Merci infiniment à toi pour ton Prime Spook. Tu déchires. Merci au vulnérable du sorbet qui dit salutations. Plutôt Sa Majesté des Mouches ou Son Altesse de Bâche. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu sais, faut que tu travailles encore, mais c'est pas mal. Merci pour toutes ces découvertes ciné. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Billy the Kid, merci à toi. Tu me dis mon petit soutien pour ta chaîne. Merci pour tout. Écoute, merci à toi aussi, c'est trop mignon. Sileno, merci à toi pour le Prime. Merci à Libouli également pour ton fantastique Prime généreux. Merci à Wolf Reagan pour le 6e mois de sub. Tu déchires. Merci à Dindon d'Organe 0. Tu dis bien le bonsoir tout le monde. Merci à Click le Clown. Merci à Vanille. Merci à Intello. Merci à Trousse qui dit yo la team 6 mois déjà, des bisous à tous, bisous à toi Trousse, merci infiniment. Merci à Johnny Tartelette pour le 13e mois de sub que tu viens de prendre. Merci à Gregster pour ton 2e mois de sub aussi, d'affilée, parce que sinon c'est 4 en tout. Merci à Doslive FR qui m'envoie un petit smiley accompagné d'argent, ça fait super plaisir. Merci à Monsieur Demo, merci à Dwidi, merci à Loclan, merci à Madmark qui me dit salut Karim, je n'ai plus trop le temps pour traîner sur Twitch. J'espère que tu vas bien, je suis content d'apprendre que tu as depuis lu Berserk. Des bisous, j'en suis au tome 30, je n'ai pas fini, je n'ai pas terminé Berserk, et puis je peux pas avoir terminé Berserk puisque apparemment ça reprend. Donc voilà. J'ai revu aussi un film qui, si vous aimez Berserk, pourra peut-être vous intéresser, parce qu'il y a un arc Berserk qui se passe justement, on parlait d'Axan, mais pendant l'Inquisition, avec des bails de bûcher et de tout ce genre de trucs. J'ai vu la version des Diables de Ken Russell, la version censurée avec les scènes, enfin voilà, vous voyez de laquelle je parle. Et bah, si vous vous êtes intéressé en Inquisition, des scènes hyper hardcore, si vous aimez bien Berserk, et que vous vous dites, ouais, c'est pas mal, mais c'est un peu soft, je vous recommande Ken Russell, Les Diables, c'est quand même super chouette. Bon, Berserk c'est très hardcore quand même. On va pas. Puis il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de compète de la hardcoreitude entre Berserk et Les Diables. Mais Les Diables, c'est hyper intéressant aussi sur tous ces sujets-là. Merci beaucoup à toi, Sveton aussi, qui me dit la bise à toi, homme très cossu. Effectivement, aujourd'hui, je suis particulièrement cossu. Merci à toi, Alexenk aussi, pour le sub, tu déchires. Merci à Lobat Home pour le 12e mois de sub. Merci à toi, Jimmy Conway. Alb, fantastique. Pseudo, toujours, ça n'a pas changé. Ça, c'est ton 14e mois. Je te fais des gros bisous. Tu as la meilleure des références dans ton pseudo. Et tu me dis bien le bonsoir, Karim, bien le bonsoir à toi. Voilà, donc, du coup, est-ce qu'on peut mettre en mode lent 60 secondes pour les réponses ?
Mais tu veux pas voir la bande-annonce de Dune avant? Si, c'est le Chahut, je suis désolé. On va voir la bande-annonce de Dune rapidement, on en discute 4 secondes et ensuite je lance ce concours et ensuite on joue à un jeu vidéo. Et restez parce que je vous jure que le jeu vidéo en question, on va pas y jouer longtemps, ça va être une intro, mais on va y jouer sur plusieurs streams. Vous inquiétez pas. Et ça va être vraiment super parce que faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Voilà. Voilà, on va jouer à un jeu en tout cas. Alors, du coup, Dune 2, donc il y a un nouveau trailer, la suite du premier Dune de. Putain, j'allais dire de Jacques Villeray. Je suis un ouf. Je suis vraiment un psychopathe. Mais de Denis Villeneuve, du coup. Alors attendez, trailer. Et hop. Et en plus, c'est bien que tu me rappelles. Part 2. Oh, il l'écrit comme ça, putain. Allez, vas-y, 20 millions de vues carrément. C'est un truc de ouf. Bam. On regarde ça. Ça va sortir bientôt. C'est breathtaking. Vous voyez, c'est au moment où même les personnages regardent le film et disent wow, c'est magnifique. Alors attendez, hop, sous-titres anglais États-Unis. Je vais mettre traduire automatiquement en French. Ah bah oui, c'est bien cadré. C'est breathtaking. Alors voilà, c'était la bande-annonce de Dune Part 2. Alors j'ai vu quelqu'un faire cette fantastique blague dans le chat que je vais reprendre à mon compte parce que tu peux pas me faire un procès. Mais Dune Part 2, justice nulle part. Fantastic Van. Fantastic Van, vous êtes plus drôle que moi, donc je vais vous laisser faire, quoi. Mais elle est super. Et du coup, alors quoi? Alors ouais, j'ai un rapport un peu particulier à Dune, parce qu'en fait, le problème, c'est que j'y connais rien. C'est que dans le sens où j'ai vu la version de David Lynch, et j'ai vu le documentaire sur celui de Jodorowsky qui n'existe pas. Et j'ai vu Dune Part 1 de Denis Villeneuve. Mais du coup, en fait, je connais pas... J'ai jamais lu, en fait, les trucs, c'est ce que je veux dire. Et par conséquent, j'ai beaucoup de mal à avoir une opinion sur Dune. Alors, moi, à la base, en fait, j'aime pas du tout le cinéma de Denis Villeneuve depuis. Mais depuis presque le début, moi je le connais depuis Polytechnique en fait, Denis Villeneuve. Je regarde son cinéma depuis. Et déjà à l'époque, j'avais dit, waouh, ça se la raconte quand même un peu, hein, ça essaie d'être Gus Van Sant un petit peu. Mais après, bon, il y a des trucs que je peux lui reconnaître quand même comme étant des trucs intéressants. Il y a des moments dans ses films que je trouve sympas, mais j'ai jamais été fan. Et moi, le point de rupture en fait avec Denis Villeneuve, c'est Blade Runner 2049, que moi je déteste Blade Runner 2049, mais parce que je suis fan de Blade Runner en fait. Et du coup, voir Blade Runner 2049, j'ai trouvé que c'était mais une trahison en fait au film originel. Donc à partir de ce moment-là, je suis passé dans le truc en mode vraiment, j'aime pas du tout Denis Villeneuve. Néanmoins, le premier Dune, étant donné que je connais rien au lore, en fait, à l'univers, j'avais trouvé ça sympa parce que je trouvais qu'en fait, l'univers de Dune, même si j'y connais rien, ce que je comprenais de l'univers de Dune, en fait, je trouve que ça correspondait mieux au délire de Denis Villeneuve, en tout cas mieux que Blade Runner, quoi. Parce que Blade Runner, en fait, le truc, c'est que c'est pas ça. C'est pas ça, c'est-à-dire c'est un truc cyberpunk maximaliste complètement barré, ça a rien à voir avec ce que fait, je trouve, en tout cas, Villeneuve dans 2049, où c'est pour le coup, c'est hyper empoulé, mais du coup, dans le sens où ça marche pas pour moi avec Blade Runner, quoi. Mais comme Dune, dans ma tête, en fait, c'est des affaires politiques avec des grands trucs de sable. J'ai trouvé que ça correspondait bien en fait à l'espèce de souffle épique que Denis Villeneuve essaie de mettre dans tout. D'aucuns diraient que c'est un peu pompeux, ce que je comprends très bien. C'est une critique qui peut être faite à son cinéma de façon en plus très légitime, je trouve, parce qu'en fait le truc c'est que tu sens qu'il essaye de faire en sorte que ça ait l'air important, ces films, tout le temps. Mais la plupart du temps, je trouve que ça a rien à voir avec l'histoire qu'il raconte. Mais du coup, par contre, dans Dune, je me dis, ces grandes étendues, comme ça a la prétention d'être un truc hyper, comment dire, dans ma tête, après, je sais pas si c'est ça le bouquin, quoi, parce que je l'ai pas lu, quoi. Mais dans ma tête, je vois ça comme un espèce de délire hyper... comment dire, des grandes luttes, des grandes guerres, des grands machins. Je veux dire, je comprends que ça justifie la mise en scène de Villeneuve et j'ai l'impression... Mais alors du coup, ça fait bizarre parce que du coup, j'ai l'impression que Villeneuve, il a cherché pendant très longtemps une histoire qui correspond à son style de filmer de je me la pète un peu. Et du coup, là, je pense qu'il l'a à peu près trouvé, même si encore une fois, il faudrait que je lise en fait pour vraiment avoir une opinion. Parce que du coup, moi, c'est ça dans ma tête. Je comprends la dimension... Parce que, alors, c'est une question que je peux poser aux fans de Dune. Moi, la dimension du projet de Jodorowsky, qui était de... Il y a du LSD dans l'affaire en masse, il y a des litres de LSD qui coulent sur ce truc-là. Est-ce que ça appartient au bouquin ou est-ce que c'est un truc qui est juste la vision de Jodorowsky de ce qu'il aurait voulu faire en fait? De toute façon, un projet fou, mais est-ce que c'est un truc qui vient parce que du coup là, si c'est ça, du coup il a fait à peu près la même chose que Blade Runner, c'est-à-dire qu'il a siphonné tout ce qui pouvait être vraiment fou en fait dans Dune et qu'il en a fait vraiment le truc avec sa photo hyper monochrome générique. LSD et Dune, c'est étroitement lié.
Parce que en fait, le truc, c'est que ça, je l'identifie aussi comme étant ce délire psychédélique, en fait, qui est dans le documentaire que j'ai vu sur le film Dune qui devait exister de Jodorowsky, où il voulait prendre machin, Giger, tout ce que tu veux, Moebius, machin, etc. Je sais pas si la dimension qui avait l'air complètement psychédélique, je ne sais pas si parce que je sais que c'est Jodorowsky en fait, mais je ne sais pas si c'est quelque chose que Jodorowsky essaye d'appliquer sur une œuvre qui est juste en fait un délire hyper politique ou est-ce que ça fait partie de l'œuvre et que du coup en fait Jodorowsky, Moebius et Giger auraient eu plus leur place qu'un mec beaucoup plus policé comme Denis Villeneuve, je ne sais pas. Mais pour le savoir, il faudrait que je lise un jour les livres. Mais ce que je ferai un jour quand même, parce que c'est hyper intéressant. Chahut, tu dis oui, les drogues. Donc Chahut, qui est un copain désormais, est très fan de Dune. Lui, je sais qu'il a tout lu et tout. Donc tu me dis les drogues sont très présentes dans le livre. L'épice est une drogue, et même que la drogue des mentas, ok. Ainsi qu'un tas d'autres qui sont évoqués. D'accord. D'accord. Donc c'est pas un truc que Jodorowsky plaque. Herbert a pas du tout l'écriture et la vision de Jodorowsky. Ah d'accord. Donc vous n'êtes pas complètement d'accord. En fait, l'épice, c'est du pétrole et du LSD. Moi, c'est ce que j'avais compris aussi, que c'était que le délire de l'épice, c'est que c'était un mélange d'hallucinogène et de pétrole. Mais encore une fois, parce que Lynch aussi, il est perché comme mec, en fait. Et du coup, la dimension perchée de son film, je sais pas si c'est Lynch qui applique ce qu'il est lui-même en tant que... Parce que, encore une fois, que ça, c'est intéressant. Du coup, quand t'as pas lu l'œuvre originale, tu sais pas ce qui vient du truc ou ce que d'autres gens ont impliqué dessus. C'est le côté très pompeux dans Blade Runner, en fait, c'est vraiment un truc de Villeneuve. C'est pour ça que j'ai senti qu'il essayait d'appliquer son style qui avait rien à voir. Et que c'est pas que ça. Moi, le truc qui m'a énervé en fait dans Blade Runner, c'est qu'il fait ça, ça se la pète, ça fait genre je suis un film important, mais c'est écrit n'importe comment en fait. C'est ça qui me saoule dans Blade Runner. C'est que t'as toujours les tropes des films de science-fiction nuls, même pas de science-fiction, même d'action ou quoi, où t'as le méchant qui chope le gentil, mais il le tue pas quoi. Mais juste il va casser sa clé USB, il le regarde comme ça, il s'en va. Et ça m'énerve. Des trucs absurdes dans Blade Runner, des trucs qui vont nulle part quoi. Dans Dune, j'ai pas l'impression qu'il y avait ça, ces erreurs de scénar, ces trucs mal écrits de n'importe quoi. Alors la drogue est au centre de Dune, mais elle n'est pas traitée comme un délire psychédélique. D'accord. Dans Dune, l'épice fait effectivement office de drogue et de carburant. En revanche, dans l'écriture de Dune, on ne ressent pas la fantaisie à la sauce LSD. Parce que c'est quelle année, Dune, le livre? Attendez, je vous pose des questions. J'ai Internet aussi. Attendez, bougez pas. « 65. Août 65, publication originale. Ah ouais, on est en plein dedans. On est en plein dans le psychédélisme, quoi, d'accord. Enfin, on est un tout petit peu avant, en fait. On est dans... Si, ouais, non, on est dans cette transition-là, mais on est au début de ça, ouais. D'accord, donc ça peut complètement faire référence à ça. Mais après, voilà, bon, alors du coup, si... mais après, c'est aux fans de me dire si c'est fidèle ou pas, en fait, ce qui fait Villeneuve. Moi, je pourrais pas me permettre de dire ça, quoi. Mais après, ça, ce serait très dommage en fait que du coup ça ait une dimension vraiment chez père psychique qui a été enlevée, comment dire, sur l'autel du cinéma hyper épique moderne. Ce serait dommage de perdre ça, je pense, dans une œuvre. Si c'est au cœur de l'œuvre, ce serait dommage. Mais en même temps, quand je demande à des gens, ils me disent ouais, mais Dune, c'est surtout des affaires de politique et tout, donc bah, je sais pas. Même ceux qui ont lu Dune ne sont pas d'accord entre eux. C'est ce que vous me dites dans le chat. D'accord. Dune, c'est une œuvre psyché, hippie, marxiste, et celle de Villeneuve, c'est du Hollywood libertarien, dit Dorelium. Adapter Dune, c'est comme adapter Fondation, ça sera jamais fidèle, ça sera toujours une vision. Ouais, mais ça, c'est normal. Hein. C'est normal. C'est normal de mettre de soi aussi dans une œuvre que même si c'est une œuvre que tu adaptes. Mais en fait, pour moi, il y a des choses qui font l'ADN des œuvres de base qui sont l'intérêt de l'adapter, parce que sinon. Après, c'est des vraies questions que je me pose pour plein de films du cinéma d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que moi, je comprends pas pourquoi tu fais Watchmen si c'est pour rien reprendre de Watchmen. Je comprends pas pourquoi tu fais Massacre à la tronçonneuse si c'est pour vraiment rien reprendre de Massacre à la tronçonneuse. Quoi. Enfin, si, je comprends très bien que c'est un argument commercial juste pour signer un truc avec un nom de truc connu, pour en vendre plus. Mais je veux dire, c'est quand même c'est très mince. Quoi. Voilà, c'est pour ça que on a regardé l'abondance ensemble, je sais, parce que ça fait plaisir à Chahut, et puis parce que ça m'intéresse aussi et j'irai le voir, parce que le premier, j'ai pas trouvé ça désagréable, même s'il y a toujours ces Villeneuve sur 20, quoi. Il y a les tics de mise en scène de Villeneuve, où tu sens que dès qu'il filme un truc, il a envie de te dire, mais t'as vu comment c'est important quand même, ce que je fais là? T'as vu ou pas? Et dans Blade Runner, c'était dans des proportions vraiment... Et il y a aussi le côté, c'est ça aussi dans Blade Runner, c'est le côté de
Je te montre un truc qui a l'air important, mais je ne prends aucun risque. Scénaristiquement, je ne prends aucun risque. Vraiment, c'est ah, vous pensez ça, vous avez le droit de le croire, mais vous aussi, il n'y a pas de problème, je vais prendre aucun risque. Vous savez, les questions que vous vous posez là, je ne vais pas y répondre. Non seulement, mais je vais faire semblant d'y répondre, mais je ne vais pas y répondre. Mais je vais quand même mettre des cartes, mais je ne vais pas y répondre. Chut, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je trouve ça vraiment, vraiment relou dans Blade Runner. Blade Runner, c'est un film vraiment avec lequel j'ai un gros problème. Le 2049. Hein. Parce que pour le coup, vraiment, il l'a vidé de son essence, quoi, pour faire un truc juste pour montrer que c'est cool, quoi. Alors, le côté important. Parce que tu as une fanbase. Mais dans Dune, il y a en fait, en vrai, dans quasiment tous ces films, il y a ce côté, même dans Polytechnique. Après, c'est des trucs qui l'empruntent à Gus Van Sant dans Polytechnique. Mais il y a des côtés. En fait, si tu veux, après, voilà, je comprends les références. Ok, il a vu Laurence d'Arabie. En fait, quand tu vois Dune, tu comprends qu'il a vu Laurence d'Arabie. Que du coup, il sait que c'est des grands paysages en scope avec du désert et que c'est absolument stupéfiant et majestueux. Et que donc, et en plus, il a un super chef-op. Et que donc, c'est facile de faire un truc, une image clinquante, en fait. C'est ça. Mais dans Dune, ça va. Dans Blade Runner, il y a un vrai problème parce que du coup, c'est pas. En fait, la base de Blade Runner, c'est pas vraiment ça. C'est pas des histoires épiques de trucs. C'est des questions philosophiques profondes, mais c'est dans le cadre d'un. Comment dire? D'un vrai truc de SF cyberpunk maximaliste où c'est crade et où c'est touffu et c'est dense. C'est ça qui est intéressant, quoi. C'est-à-dire que cette épure, en fait, qu'il essaie de mettre, elle est, dans mon sens, un peu. Comment dire, c'est pas prétentieux, c'est pas, ouais, je sais pas, j'ai pas envie de dire non plus qu'il se la raconte parce que c'est pas complètement ça, parce que tu sens qu'il y a aussi une générosité dans ce qu'il a envie de montrer, quoi, comment dire, tu sens qu'il a envie de proposer des belles images en mode peut-être aussi il a envie d'en voir et donc il a envie d'en mettre, quoi, et donc ça je pourrais pas trop lui reprocher. Mais c'est-à-dire, il y a une emphase, c'est pas du pathos non plus, c'est compliqué le style de Villeneuve en fait, c'est que du coup il traite tout avec beaucoup beaucoup de sérieux en fait. Et au final, ce qu'il raconte dans le fond, et notamment dans Blade Runner, vraiment, ça dit pas grand-chose sur quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est vraiment pas... Tu sens que c'est un film qui essaye d'être très important, quoi, Blade Runner 2049. Moi, c'est celui qui m'a le plus choqué. Avant ça, je te dis, Villeneuve, j'avais juste le truc où je me dis, bon, c'est pas terrible, mais c'est pas ouf. Mais le truc, vraiment, c'est Blade Runner, ça a été un point de rupture où je me suis dit, non, mais en fait, je veux pas voir ça, quoi. Et pourtant, j'y allais pas en mode cynique, j'y allais pas en me disant, ouais, c'est la suite d'un gros film, parce que je n'étais pas encore dégoûté des suites slash remake, machin, du tout. Donc je me disais, tiens, voyons ce qui est proposé, quoi. Mais en fait, c'est-à-dire que faire des gros plans d'un œil qui prend tout l'écran gigantesque et mettre de cette espèce de truc hyper épuré dans toutes les images, très éclairé, très cadré, c'est cool, mais il y a des trucs dans ton scénar, ça n'a aucun sens, quoi. C'est-à-dire, il y a des arcs scénaristiques dans Blade Runner qui vont absolument nulle part. Il y a tout ce truc de révolution qui va absolument nulle part. C'est jamais traité, c'est jamais montré, c'est jamais. En fait, en faisant ça, il y a un côté très froid en fait dans le cinéma qui fait que tu rentres pas, t'as pas l'impression de participer aux événements du film, t'as l'impression de regarder une suite de jolis tableaux très bien éclairés, par contre visuellement c'est très beau, mais jamais il y a de trucs un peu vivants dans Blade Runner 2049, quoi. Et moi c'est le point de rupture, c'est le truc où je me dis il y a des trucs, c'est absurde, quoi. Il y a des trucs vraiment de scénar où tu fais, mais c'est absurde que ça se passe comme ça. Le fait qu'ils répondent pas du tout à la question de Descartes, ça me pose vraiment problème. Le fait qu'ils s'éloignent complètement de l'esthétique, en fait, de Blade Runner pour aller vers, par exemple, peut-être qu'ils prévoyaient Dune, hein, aussi. Pour aller à Vegas, machin, à mettre des grosses têtes, etc. Tout ça, c'est juste de l'imagerie un peu clinquante pour moi. Je comprends pas vraiment ce qu'il essaie de dire, à part, ouais, regardez comment c'est classe, c'est du scope, on a pas mal de thunes pour le faire et tout. Je sais pas, j'ai un vrai problème. Si vous voulez, je veux bien revoir Blade Runner 2049. J'étais énervé en sortant du film. Enfin, j'étais saoulé, quoi. J'étais vraiment saoulé. Je veux bien le revoir et vous en faire, parce que là, je parle de souvenirs, mais je veux bien vous en faire un truc où j'en discute vraiment. J'avais prévu ça sur The Batman, qui sont les films où j'ai une opinion dissonante de ce que j'ai pu entendre autour de moi, où The Batman, tout le monde. Et The Batman, c'est prévu pour dans quelques semaines. Genre, je ferai un truc sur The Batman où j'expliquerai pourquoi je suis pas d'accord avec le consensus global des gens qui trouvent ça génial. Je trouve que c'est pas terrible. Et mais The Batman, ça m'a moins saoulé que Blade Runner. Mais je veux bien faire l'effort. J'ai acheté le Blu-ray de The Batman justement pour faire ça. Je veux bien acheter le Blu-ray de Blade Runner 2049 pour le revoir et vous dire précisément et comparer ça à l'original et même au bouquin si vous voulez, parce que j'adore Philippe K. Dick aussi. Genre vraiment, je peux vous discuter longtemps de pourquoi il y a des trucs ça va pas, quoi. Et Jared Leto. Ça, c'est un argument massu. Tu peux pas sortir de ça. Ouais. Ça, c'est vrai.
Moi, j'ai l'impression que les gens, parfois, qui font les films, ils me détestent et ils me connaissent personnellement et ils m'aiment pas. C'est-à-dire, Morbius, pour moi, c'est une insulte qui est directement dirigée. J'ai l'impression que, genre, ils ont connecté mes enceintes, enfin, qu'ils ont un micro sur mon téléphone où ils m'entendent, en fait. Et ils font des films juste pour me vénérer. Morbius, j'avais l'impression que c'était ça, quoi. Il y a des. Voilà. Mais bon, après. Alors, Chahu, tu me dis, dans le livre d'une, les émotions des personnages sont toujours extrêmement masquées et cachées derrière le calcul et du contrôle de soi. Du coup, il y a presque trop d'émotions dans le film de Villeneuve. D'accord, bah putain. Ce serait bien la première fois qu'il y a ça. Karim regarde Pan toujours. Tu me dis salut Karim, je profite de la météo qui s'est réchauffée pour te recommander chaudement, en plus, Pan. Les Mitchell contre-attaque sur Netflix, film d'animation génial par les créateurs du film d'animation Spider-Man. Eh ben, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais je regarderai ça. Hop, 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 hop. Alors, moi, comment dire, parce que vous vous demandez, vous avez vu Morbius. Moi, en fait, je reviens sur ce que je disais sur Morbius. Même pour la blague, ne le regardez pas. Parce qu'en fait, ils le savent. Moi, je pense qu'ils le savent. Je suis sûr qu'il y a au moins un ou deux mecs dans l'équipe des gens qui ont fait ce film qui se disent, mais les gens, c'est de la merde. Mais je suis sûr que ça va faire un peu le buzz sur le TikTok. Je suis sûr qu'il y a ce bail-là au fond de Morbius qui me dégoûte encore plus, hein, qui me donne encore plus envie de casser le film. Moi, je me suis fait avoir parce que je l'ai regardé en sachant que ça allait être de la merde. Je me suis dit, bon, tiens, je vais le regarder parce que voilà, ça a l'air complètement naze. Ça a l'air de défoncer aussi bien les super-héros que les vampires, que tout ce que tu veux. Et en plus, il y a Jared Leto dedans, donc c'est une insulte. Et ben, je vais prendre l'insulte. Il y a un moment, il faut aller devant les gens qui t'insultent et dire, vas-y, insulte-moi. Crache-moi à la gueule. Et ben, le film l'a fait, vraiment. Mais ne le regardez pas, en fait. C'est un des rares films, je pense, récents que je déconseille, genre même de le regarder par curiosité malsaine ou morbide, quoi. C'est pas cool. Genre, c'est vraiment. Ils le savent et ils sont dans un délire vraiment. C'est pas possible, en fait, qu'ils aient regardé Morbius et ils se disent, bah, c'est bon, ça roule. On va sortir ça en l'état, ça marche, quoi. Ça va, c'est cool. Suicide Squad, le premier, celui de. Pareil. Genre, c'est les films où tu fais, c'est pas. Je suis sûr qu'il y a des gens chez vous qui savent que c'est de la merde et vous savez que les gens vont en parler parce que c'est de la merde et que du coup vous allez faire des rentrées d'argent grâce à ça. Et en vrai, ça m'énerve, Jean Morbus. Ça m'énerve beaucoup plus que Dune, qui au moins a des tentatives de quelque chose, quoi. C'est pas vrai. Alors ça, c'est drôle. L'anecdote la plus drôle, c'est qu'ils ont ressorti Morbius au cinéma après les mêmes qu'il y a eu dessus. Et le film a rebidé, c'est ouf. Ah, c'est génial. Ça, par contre, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. On est allé voir le film Astérix parce qu'on nous a dit que c'était mauvais. Oh putain, il y a des amis qui m'ont saoulé. Moi, j'ai réussi à tenir. Il y a un moment, je vais être obligé de le regarder. Mais c'est ça, pareil. Mais ça, en plus, il y avait le délire Astérix. Il y avait en plus le délire de si vous le regardez pas, tout le monde va mourir. Il y avait le truc de attention, l'histoire du cinéma, tout va exploser si vous ne le regardez pas. Vous vous rendez pas compte, votre cruauté. C'est terrible. Ne vous faites pas avoir par ça, hein, ces arguments-là. En plus, tu sens qu'ils les disent pour qu'ils soient répétés. Tu vois, tu sens qu'ils disent ça pour que, comme ça, les gens après, pareil, sur les réseaux sociaux, disent mais attends, quand même, on est en France et tout, faut soutenir le cinéma français. Allez voir plein de films français, il y en a plein des très bien. Juste, voilà, vous pouvez donner de l'argent à plein de distributeurs, plein d'éditeurs français qui sortent des films tout le temps, même qui sont pas ouf. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir la merde à la mode en fait pour que le cinéma continue à vivre. Il y a des productions françaises vraiment bien plus cool à regarder. C'est une certitude. Voilà. C'est abusé, j'ai trouvé ça hallucinant. Le délire de com autour, tu sens que c'est un truc de com en plus de trucs de ouais, mais attends, il faut soutenir la force du cinéma français et tout. Ils en appellent carrément à. Mais presque ton sentiment d'être français. Bientôt, ça va être si t'es un humain. T'es un humain ou pas? Mais nous aussi, t'as pas envie qu'on cartonne pour sauver la race humaine, tu vois? Donc tu vas voir notre film, on l'a fait. On est humain, t'as envie qu'on ait à manger. T'as pas envie qu'on ait à manger, t'as envie qu'on crève. Tu sais, c'est un appel à te sentir coupable et tout. Tu fais, mais vas-y, dégage. Et ça, à cause de ça, je suis pas allé le voir. Parce que sinon, je me serais fait morbusser. Hein. Je me serais fait morbusser de ouf avec ce truc-là. Où je me suis dit, allez, je vais participer au truc, je vais aller le voir. Non, non, on va pas le voir ton film. J'en ai rien à foutre. Tu vois, si c'est ça, le cinéma français que tu défends. Voilà. Mais bon, bref, tout ça. J'ai pas encore vu les Trois Mousquetaires. Qui a l'air beaucoup plus sympathique quand même que Astérix. Est-ce que j'ai vu Night Call avec Jake Gyllenhaal? Oui, je l'ai vu. C'est très sympathique. Je sais pas. Alors je l'ai vu quand il est sorti, donc j'en ai plus trop de souvenirs. Mais je le trouvais sympa, quoi. Sveton qui dit ouais, quand t'as même plus rien à vendre, s'il vous plaît, c'est fait en France. Oui, c'est ton seul argument. Non, j'ai pas encore vu Game Night, mais j'ai très envie de le voir celui-là par contre. Mais quand ton seul argument c'est quand même le pays où a été fait ton film, c'est pas ouf quoi. Tu vois, quand on se mais attends, c'est quand même un film qui a été fait en Europe. Ah bon?
C'est pas forcément une qualité, enfin, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il m'avait saoulé. Pourtant, le matériel de base est propre. Morbius en comics, c'est super. Mais je sais, mais oui, oui, non, mais j'aime bien Morbius. Moi, j'aime bien comment dire, les vampires. J'aime bien les comics. J'aime bien ce personnage-là. J'hésite à acheter. J'ai vu qu'il y avait une compile Marvel Horror de comics d'ailleurs. J'hésite à la choper. Mais non, non, moi, c'est des trucs que j'aime bien à la base. Mais à la base, moi, je suis fan de super-héros, hein. Là, je suis très amer sur plein de films qui sortent et tout. Genre, je vais plus les voir et ça me saoule. Mais à la base, je suis un fan vraiment de comics. Quand j'étais petit, je lisais plein de trucs. Et j'adorais ça. Et pareil, la série X-Men, la série Spider-Man, les Spider-Man de Sam Raimi, les trucs comme ça, je trouvais ça trop cool, quoi. Mais c'est vrai que là j'ai un rejet, là. Mais même si bien que là, ça commence à devenir un argument contre. Quand on me dit, mais c'est un film de super-héros, je fais, mais j'ai plus envie trop, en fait. Je vais aller voir autre chose. Je vais aller voir Smile, même si je trouve pas ça ouf. Tu vois. Bon. Alors, du coup, on en était à un jeu qui va peut-être vous faire gagner un film génial, celui-ci, qui est Harakiri. Et le jeu en question, ça va être de trouver à quel jeu vidéo on va jouer. Les indices, ça a été 2 chansons que j'ai passées en début de live, qui sont donc... Pardon, je vous rote à la gueule. Qui sont donc le thème par Ennio Morricone Pour une poignée de dollars. Et le thème, c'est pas le thème, c'est Gaston mais en tout cas la chanson qui sert de thème au film La Balade sauvage de Terrence Malick. Ces 2 films ont un rapport avec... Non, ce n'est pas un western, ce n'est pas un jeu western. Et je vais amener un indice supplémentaire parce que en l'état, vous ne pouvez pas le trouver. Franchement, ou à moins que vous soyez des génies et que vous ayez vu de ce qu'il y a dans ma tête, mais vous ne pouvez pas le trouver. Mais je vais donc vous donner un indice supplémentaire qui est que ça a un rapport avec un acteur qui est dans aucun des 2 films. Voilà. Ça a un rapport avec un acteur qui n'est dans aucun de ces 2 films. Et pourtant, ces 2 films ont un lien avec l'acteur en question. Voilà. Dès que je le vois, je vous dis. Hein. Je vous rappelle, ça a un rapport avec un acteur qui n'a pas joué pour une poignée de dollars et qui n'a pas joué non plus dans La Balade sauvage. Mais cet acteur a un rapport avec ces 2 films. Mais il n'a pas joué dedans. Attendez, j'ai tourné la tête et il y avait 12 000... 12 000 C'est hyper dur. Hein. Je vous le dis direct, hein, c'est hyper dur. Mais attention, il y a un chef-d'œuvre à gagner. Il y a un des plus grands films japonais de tous les temps à gagner. Ce n'est pas Predator. Ce n'est pas Outer Wilds. Ce n'est pas l'adaptation. Ça n'a rien à voir avec les westerns. Je vous le dis direct. Ce n'est pas une adaptation d'un film. Mais dans ce jeu, donc j'élabore un peu plus, je continue à creuser les indices jusqu'à ce que vous... Oui, bien joué. Bien joué à toi, Azeitsei. Bien joué à toi, Azeitsei. Car tu as trouvé... Alors, si jamais quelqu'un l'a dit avant toi, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, je vérifierai. Mais bien joué à toi, Azeitsei. Le jeu en question est effectivement Reaper. Bien joué à toi, Azeitsei. Alors, Azeitsei, est-ce que tu l'as juste piffé? T'as le droit de le dire. Ou est-ce que t'as compris pourquoi est-ce que c'est Reaper? Il y avait un autre indice caché, mais du coup, je ne voulais pas dire, sinon ça aurait été trop évident. C'est que la première chanson que j'ai passée dans ce stream, c'était Don't Fear the Reaper. GG, mais on veut des explications. Je vais vous expliquer. Hein. Si jamais il ne s'explique pas, je vous expliquerai. Mais oui, c'est Reaper. On va jouer à Reaper.
C'est effectivement, ça a un rapport avec Christopher Walken. C'est pas grave, que tu me le dises ou pas. Donc alors attends, il faut que tu te remanifestes. Il faut que tu m'envoies un message sur Twitch, déjà, pour que je te... Grâce à Walken, évidemment, à Zaytsei. Mais est-ce que tu sais pourquoi Christopher Walken, du coup? Parce que donc, alors Reaper, je vais vous expliquer, c'est un jeu en FMV, c'est un point and click, c'est un jeu d'enquête apparemment. J'y ai jamais joué, mais du coup on va le découvrir ensemble. C'est un jeu d'enquête qui met en scène Christopher Walken, effectivement. MC Caden qui dit c'est Reaper, c'est bon, j'ai gagné, tu as gagné, mais alors un peu trop tard, puisque tu t'es fait griller. Mais alors pourquoi est-ce que, du coup, donc il y a un casting de ouf dans Reaper le jeu, dont Christopher Walken qui joue un des rôles principaux. Et en fait, pourquoi est-ce que ça a un rapport avec les deux chansons? J'essaie de voir si l'un de vous trouve. Donc avec les deux films, quoi. En gros, c'est le thème de La Balade sauvage de Terrence Malick et le thème de Pour une poignée de dollars. Vous l'avez ou pas? Weapon of Choice, effectivement. Et oui, Christopher Walken, qui en théorie sera dans Dune 2 aussi, ça j'ai vu l'information passer, c'est aussi pour ça que je ramène là-dedans. Il était producteur? Non. Il n'est pas il n'est dans aucun de ses films. Par contre, il est dans deux films qui sont des remakes, qui sont des films qui ont la même structure et la même histoire à peu près que les deux films cités, que La Balade sauvage et que Pour une poignée de dollars. À savoir, il est dans True Romance, qui utilise non seulement la base scénaristique, une base scénaristique quand même très proche de La Balade sauvage, et il est dans Dernier recours, qui du coup est un film qui est un remake de Yojimbo de Kurosawa, qui sert aussi de base au film Pour une poignée de dollars. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous ai dit c'est hyper dur. Donc bien wesh de ouf. Oh là là, c'est tordu, effectivement. Je vais vous mettre la bande-annonce de ces deux films-là, quand même, à savoir True Romance, qui est un chef-d'œuvre. Donc les deux contiennent un petit c'est parti loin, niveau explication, GG pour l'énigme. Ah, elle était tendue, hein, c'était tendu. Mais du coup, alors bon, c'est True Romance, donc c'est un chef-d'œuvre que vous avez forcément, au moins vous en avez entendu parler, avec Christopher Walken dans un rôle où il n'est pas très présent dans le film True Romance, mais c'est probablement un de ses meilleurs rôles. J'ai oublié le nom de son personnage, mais il joue un mafieux. Dans ce film-là, c'est fantastique. Si vous avez jamais vu True Romance de Tony Scott, effectivement, la bande-annonce spoil pas mal, mais c'est fou, il spoilait vraiment, mais il spoil toujours dans les bandes-annonces, c'est un truc de malade. Je vais finir par hésiter à vous les montrer, quoi, mais en même temps, il faut qu'on ait un petit peu des images, c'est toujours plus sympa, quoi, mais bon. Donc voilà, donc True Romance, film du début des années 90, réalisé évidemment par Tony Scott, avec un scénario de Quentin Tarantino. Du coup, alors c'est RI2PER. C'est pas REAPER, Chahut, c'est RIPPER. Ouais, on va changer, c'est un full motion en fait. Mais je l'ai pas dit parce que c'était une surprise. Et parce que sinon, ça vous alliez deviner trop vite. Mais alors, du coup, ouais, donc ce film-là, ça me permet. En même temps, je me demande, tu sais quoi, si on va pas se garder ça pour mardi, parce que je me rends compte que ça fait 2 heures, plus de 2 heures que je stream. Et donc, si je lance un full motion maintenant, ça veut dire que je vais pas pouvoir jouer plus d'une demi-heure. Donc, est-ce qu'on parlerait pas un peu de cinéma et globalement de ces deux films-là? Peut-être, ça peut être, on peut terminer le stream comme ça et mardi, comme ça, c'est cool, ça vous a annoncé le truc. Donc, pour ceux qui étaient intéressés à l'idée de voir des images de Reaper, qui est un jeu de ouf que j'évoquerai quand même. Ça fera un cliffhanger, ça peut être sympa. Et en attendant, on va faire ça. On va parler de ces deux films-là que sont True Romance et Dernier recours. Plus True Romance que Dernier recours, parce que quand même True Romance c'est vachement mieux que Dernier recours. Voilà, et on terminera là-dessus. Ça sera un live spécial ciné, ça sera cool comme ça. T'as même pas besoin de changer le titre du film. C'est vraiment film en vrac. Le titre du live, pardon, c'est Film en vrac. Et ensuite, mardi, on se retrouve sans faute, mardi soir, et on fera du Reaper. Donc, jeu de ouf en FMV de malade avec des performances incroyables. Je vous promets des moments complètement spectaculaires. Mais alors, du coup, voilà. Donc, True Romance, qu'est-ce que c'est? C'est un film du début des années 90, donc réalisé par Tony Scott à la grande. Moi, c'est un réalisateur que j'adore, Tony Scott. Je le trouve absolument passionnant. En vrai, je fais partie de ceux qui considèrent que Tony Scott, malgré mon amour indéfectible pour Blade Runner et Alien, Tony Scott, je trouve que c'est globalement un meilleur réalisateur en fait que Ridley, même si c'est horrible de comparer les deux et je devrais pas faire ça, mais parce que ça, ils ont rien à voir en fait. Mais c'est en tout cas un réalisateur que j'adore, Tony Scott. Et du coup, la True Romance, donc c'est un des premiers scénarios écrits donc par Quentin Tarantino, avec celui de Tueur Né qui vendra à Oliver Stone aussi, et avant celui de Reservoir Dogs. Et donc celui-ci en fait, ça raconte l'histoire de, donc du coup c'est Clarence, qui est le personnage interprété par Christian Slater, qui du coup est un
un transfuge de Tarantino, mais de façon hallucinante. C'est-à-dire que vraiment là, plus que dans plein d'autres films de Tarantino, là, c'est un geek du cinéma qui va voir des films avec Sonny Chiba. Je sais plus lequel il va voir. Je sais plus si il va voir un Baby Cart ou un truc. Je sais. En tout cas, il regarde des films de samouraï. Il est fan de cinéma et il est fan aussi de Elvis parce que Elvis vient lui parler. C'est Val Kilmer qui joue Elvis et donc quand il va au chiottes, il s'imagine Elvis qui va lui parler en disant t'es trop cool mec, t'es trop stylé comme gars, je t'adore. Voilà, donc il y a ce bail-là et il rencontre au hasard, non pas au hasard d'ailleurs, il rencontre Alabama qui est une prostituée dans un cinéma. Il la rencontre et il tombe amoureux. Au départ, c'est une prostituée qui a été payée par des gens pour lui comme une espèce de cadeau d'anniversaire, mais en fait il tombe amoureux et il se retrouve dans un bordel avec de la coke où du coup ils ont de la cocaïne et ils partent, ils s'enfuient, où ils sont pourchassés par à la fois des keufs et aussi des mafieux, voilà, dont le chef est effectivement interprété par Christopher Walken, Vincent Cocotti. Voilà. Et là, c'est Dennis Hopper qui joue le daron de Christian Slater dans cette espèce de scène complètement ouf, qui est, je trouve, une des meilleures scènes des années 90, celle de dialogue, en fait, la simple scène de dialogue entre Dennis Hopper et Christopher Walken dans ce film, elle est complètement ouf. C'est une espèce de scène incroyable où tout est parfait. Genre, il y a vraiment un truc où le dialogue de Tarantino, il est complètement ouf et il est complètement dingo. L'ambiance, la mise en scène, elle est impeccable. Elle montre, il y a des bons silences au bon moment, etc. Les acteurs, évidemment, c'est Dennis Hopper et Christopher Walken, donc les acteurs, ils sont au top du top. Et en plus, la musique, c'est comment ça s'appelle ? C'est Delib. C'est comme dans l'impasse là quand il regarde la meuf qui danse et il y a Brad Pitt, il y a un casting de ouf. Alors il y a Gary Oldman qui dans le rôle d'un Rasta voilà, parce que pourquoi pas, parce que voilà, on pouvait tout à fait à l'époque mettre Gary Oldman dans le rôle d'un Rasta. Il y a Brad Pitt dans un rôle assez jeune en fait, où il joue un stoner qui fume des spliffs, dont le personnage va inspirer le film Pineapple Express. Si vous connaissez ce film avec Seth Rogen et James Franco, le personnage que joue James Franco est en fait, c'est un espèce de spin-off sur le personnage de Brad Pitt dans True Romance. Donc voilà, ça a donné ça. Et c'est super sympa parce que du coup, c'est vraiment, comment dire... Après, dans le scénar, c'est assez classique parce que ce sont des amants criminels, donc sur le modèle d'un Bonnie and Clyde moderne, en fait, qui sera aussi assez proche forcément de la balade sauvage de Terrence Malick, qui raconte une histoire, bon, qui est en fait assez lointaine finalement, mais qui a une base, une prémisse relativement similaire, qui est à peu près aussi la même que celle de Tueur Né aussi, qui est aussi un scénario de Tarantino qui sera réalisé du coup par Oliver Stone, où c'est pareil, un couple meurtrier. Je pense que tout ça s'inspire plus ou moins de l'histoire de, comment s'appelait ce mec, cet assassin, Charlie Starkweather, qui est un tueur en série qui a officié dans les États-Unis, si vous avez vu Fantôme contre Fantôme, vous savez qui c'est. Parce que le personnage du tueur de Fantôme contre Fantôme, au début du film, dit qu'il a réussi à faire un mort de plus que Starkweather. Donc voilà, c'est ce gimmick-là. Si vous avez jamais vu aussi La balade sauvage de Terrence Malick, c'est un chef-d'œuvre aussi, c'est vraiment super. Mais donc là, c'est une réactualisation sur un thème assez similaire, avec un casting complètement fou, avec Bronson Pinchot aussi, hein, Ahmed, tout ça là. Il est dans le film également, donc c'est très... comment dire, c'est sorti en 93, mais il y a un feeling très début 90, fin 80, un peu cool. Il y a des super séquences, la fin est vraiment super. Il y a une scène entre Patricia Arquette et Gandolfini aussi, qui est donc Tony Soprano, que vous connaissez pour ça, qui est hyper puissante, je trouve, qui est super forte. Ça fait longtemps que j'ai pas revu ce film, donc j'en parle de mémoire aussi, mais je me souviens que cette scène, elle était super marquante. C'est un super film. Il y a une bande originale qui est vraiment cool. Hello baby. Il y a notamment, donc du coup, c'est Hans Zimmer qui fait la bande originale du film. Le thème du film est une reprise est très très proche de Gaston. Je vais essayer de vous la faire écouter si je peux vite fait. Oh, vous regarderez vous-même. Le thème s'appelle You're So Cool, tu es tellement cool. Et je trouve que la reprise que fait Hans Zimmer, alors pas du tout dans le style de ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui qu'est Hans Zimmer, mais c'est très proche en fait de Gaston. C'est du Glockenspiel, je sais plus. C'est des percussions, en tout cas, c'est super. Il y a plein de trucs que j'adore. Je crois qu'il y a pas Samuel L. Jackson à un moment dans le film. Je crois qu'il y a Samuel L. Jackson, mais je me souviens plus. En tout cas, voilà, c'est super. Il y a un super casting.
Il y a une écriture qui est vraiment cool de Tarantino et c'est très intéressant aussi. C'est du marimba, je sais pas. Il y a très intéressant. Il y a un commentaire audio que je me souviens sur l'édition DVD. Alors j'ai pas le Blu-ray. Il faut absolument que j'achète le Blu-ray. Donc en plus vous me dites qu'il y a et oui il y a Chris Penn aussi. Il y a bien sûr Chris Penn dans que vous connaissez forcément parce que déjà c'est le frère de Sean Penn mais il est dans Reservoir Dogs. Attendez, parce que là vous me dites qu'il y a une super édition. Il est ressorti dans un coffret de malade chez Arrow. D'accord, peut-être pas en France du coup, je sais pas. Donc j'ai pas le Blu-ray en tout cas, j'ai juste le DVD. Boîte de Pandore qui contient un commentaire audio de Tarantino qui est hyper intéressant parce que du coup Tarantino explique ce que lui aurait fait différemment s'il avait eu à adapter son propre scénario, enfin à réaliser son propre scénario en mode très Tarantino, c'est-à-dire je me la pète un peu. Voilà. Mais du coup, ça vous donne une idée de la façon dont était construit à la base le scénario de True Romance et les grosses différences. Déjà, la fin est très différente. Je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais du coup, il avait prévu une fin très différente. Mais aussi, la structure narrative du film, en fait, devait, prédater, enfin, devait être précurseur de ce qu'il fera ensuite dans Reservoir Dogs et dans Pulp Fiction. C'est-à-dire une structure non linéaire qu'il explique, dans laquelle, du coup, il y avait un jeu avec ce que vous savez en tant que spectateur par rapport à ce que les personnages savent, en faisant des allers-retours dans le temps, ce qui n'est pas dans le film de fond, qui est complètement linéaire. Dans le film de fin, pardon, le film comme on le connaît de Tony Scott, qui est complètement linéaire. Mais c'est intéressant d'avoir du coup le point de vue de Tarantino sur la façon dont il aurait réagencé les scènes du film. Voilà. Sans ça, le film est relativement fidèle, je crois, à ce qu'il avait écrit. Et c'est un film que, en plus, lui, Tarantino aime beaucoup plus que Tueur Né, sur lequel il a beaucoup de réserves, mais ça c'est connu. Il avait détesté le traitement d'Oliver Stone de son scénario, contrairement à celui de Tony Scott. Donc voilà, c'est un film hyper cool que moi je vous recommande. Arrow, c'est exclu UK, d'accord. Et il n'y a pas de VF ni de sous-titres. D'accord. Et c'est pas ressorti, il y a pas un... Parce que parfois, tu sais, quand Arrow ou genre Criterion sort des trucs, il y a des éditeurs français qui peuvent reprendre, profiter du remaster ou des bonus pour les reprendre. Bah, si c'est pas le cas, je recommande à nombre d'éditeurs français de s'occuper de ressortir True Romance dans une édition cool. Même si peut-être qu'elle existe et que je l'ai pas. Hein. C'est juste je l'ai pas, mais j'avais le gros coffret DVD à l'époque. Donc je l'ai pas racheté du coup, mais voilà, mais c'est en tout cas ça défonce. Si vous connaissez pas True Romance de Tony Scott, ça défonce. Je regarde la liste de films réalisés par Tony Scott et il y a toute mon enfance qui défile. C'est super, hein, Tony Scott. C'est super. Si vous connaissez pas, je sais pas. Après, si vous connaissez forcément Man on Fire, c'est mortel, Man on Fire. Pas le premier, parce qu'il y a une version d'Eli Chouraki, mais le Man on Fire de Tony Scott, il est complètement barré. J'adore son cinéma de toute façon. Je trouve que c'est un super mec qui manque beaucoup à l'histoire du cinéma, puisqu'il s'est tué, il s'est donné la mort il y a quelques années de ça. Et c'est bien triste parce que c'est quand même un très grand cinéaste. Voilà. Qui a aussi fait Top Gun, évidemment. Il est surtout connu pour Top Gun. Merci à toi, Kayline, 2935 pour le sub. Et Man on Fire aussi avec Christopher Walken, effectivement. Donc, du coup, après ça, qu'est-ce que je... Oui, je voulais vous parler, alors beaucoup plus rapidement, hein, parce que là, je vais juste vraiment l'évoquer, dernier recours, Last Man Standing, qui est quand même un truc intéressant à regarder, qui n'est pas un film de ouf. Donc, c'est un film de Walter Hill, donc, qui est pourtant un cinéaste émérite, évidemment. On regarde la bande-annonce, hop, pardon, et je vous en parle rapidement. I was coming through Texas on my way to Mexico. I needed some time to hide out. I should have known better. Didn't take too long before it started. It's not a good idea to be looking at Mr. Doyle's girl that way. I seem to remember a guy once told me this is a free country. Now you're free to go. 2 bootlegging gangs from Chicago took over this town. You got Strozzi and the Italians on one side, and Doyle and his Irish boys on the other. Maybe I could make some money. Well, you came to the right place, sir, because everybody here is making a lot of money. His name's Smith. At least that's what he says. Did you get that car of yours fixed yet? I was hoping maybe you could help me pay the damages. I guess maybe you'll have to kill me. It'll hurt if I do. How would you like to kill Strozzi? I figure you for the kind of guy who goes to the highest bidder. $1,000, Mr. Doyle. Nobody's worth that much. You shot some of our guys. Yes, I did. Once it deserved it. Mr. Doyle thought you and him had a deal. Somehow I had the feeling the walls were moving in on me. Now you've been going back and forth playing both sides, making yourself a lot of money out of all this. For one little second you think you're gonna get away free and clear.
paying the price. Kill him. No exceptions. Everybody pays the price. Hickey's coming directly for you. Don't be coming to me for help. Thinking about it tell you I quit. You don't quit me. Nobody quits me. What you thinking about me when you're dying? I'll be in hell waiting for you. Nothing personal. Voilà, donc ça c'est Last Man Standing, qui est ce dernier recours en français. Donc il y a un film de Walter Hill, alors je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti celui-là. Et on n'aura pas l'information. 96. Ok, donc avec Bruce Willis, qui est en fait, j'imagine que vous l'avez compris juste en voyant la bande-annonce, qui est un remake du Yojimbo de Kurosawa, qui est en fait, moi je trouve que c'est un projet curieux en fait. Alors c'est pas une merde, c'est pas un film nul, il s'est fait un peu défoncer quand même à sa sortie. Moi je me souviens que les gens, enfin c'est pas un film qui est, même après dans le futur, c'est pas un film qui est très bien considéré, même à l'aune de la filmographie de Walter Hill. J'ai l'impression que c'est pas un film qui reste. Je pense que ça a plus à voir avec du coup les films dont il s'inspire que de la qualité véritable du film, qui est quand même pas une merde tant que ça, mais c'est un film qui est pas trop apprécié. Voilà, vous saurez ça. En gros, ce que ça raconte, comme Yojimbo, étant donné que c'est un remake, ça raconte l'histoire. Alors cette fois-ci, c'est pas. Donc, alors, je vous resitue un petit peu quand même le truc. C'est que Yojimbo, du coup, c'est un film d'Akira Kurosawa où vous avez un samouraï qui arrive dans un village où il y a des embrouilles entre deux gangs et du coup, il prend parti pour aucun des deux vraiment et il joue sur justement le fait de foutre le sbeul entre les deux gangs. Le truc, c'est que ça, c'est un concept du coup qui a donné ensuite, qui est connu pour avoir été reprise presque quasiment à l'identique par Sergio Leone dans son premier grand chef-d'œuvre, qui est Pour une poignée de dollars, donc avec Clint Eastwood, qui est même un film qui est mythique, qui est absolument incroyable. C'est un film que j'adore, et qui est le premier opus évidemment de la trilogie des dollars. Sauf qu'il avait repris ce concept, donc il a transposé dans le monde du western sans demander son avis à Kurosawa, et par conséquent il y a eu une histoire de procès de Kurosawa qui n'était pas content, et tutti quanti. Ça c'était dans les années 60. Dans les années 90, du coup en 96, je crois que c'est un producteur du film qui propose à Walter Hill du coup de faire un remake de Yojimbo de Kurosawa. Lui accepte, Walter Hill, mais par contre il accepte à la condition que ce ne soit pas un western, parce qu'à mon avis du coup évidemment il voulait pas être en concurrence avec cette espèce d'énorme monument de l'histoire du cinéma qui est Pour une poignée de dollars, qui est un chef-d'œuvre, parce que si tu remakes Yojimbo en faisant western, c'est littéralement Pour une poignée de dollars, et du coup il choisit. Mais en fait, curieusement, et je vais expliquer pourquoi, et en fait, ce film, c'est presque un acte manqué de faire se situer le film dans les années 30, début des années 30, donc lors de la Prohibition. Et donc, du coup, ça, c'est un film qui va... Donc, c'est pas un film noir, en fait, vraiment, mais c'est un film qui va reprendre, disons, le décorum un petit peu du film noir, avec ce concept de la Prohibition, on a des pistolets et tout. Mais en même temps, Walter Hill étant Walter Hill, et Walter Hill est un des cinéastes, je pense, c'est un des cinéastes qui a toujours essayé de faire à la Carpenter, quoi. C'est-à-dire que le mec est fasciné de western, il est fasciné par les westerns, il adore les westerns, il a toujours voulu faire des westerns, mais il n'en a jamais complètement vraiment fait. Et donc, par conséquent, on retrouve du western dans un petit peu tous ses films. Et moi, en fait, quand je vois ça, j'ai quand même l'impression un peu de voir un western, même si c'en est pas un. Mais alors, ça a à voir avec déjà le fait... Déjà parce que le décor, c'est certes, ça se passe dans les années 30, mais en même temps, c'est une petite ville qui a l'air de dater de 30 ans avant, du coup, qui est complètement délabrée, etc. Donc, du coup, il y a un feeling déjà très western. Puis le fait d'avoir cette espèce de filtre sépia pendant tout le film, qui est pas très beau, du coup. En fait, c'est dommage, parce que je suis sûr qu'il y avait des belles images derrière, mais du coup, il y a vraiment un truc dans la photo où tout est trop orangé. Et du coup, ça donne aussi un petit côté western à l'ensemble. Tout se passe autour d'un saloon et tout. Enfin, je veux dire, c'est certes, ok, c'est les années 30, mais c'est quand même vraiment, vraiment très western. Et du coup, Extrême Préjudice, c'est le film... c'est celui qui se passe dans le bayou ou pas? Ou je me gourre, je confonds avec un autre. Pokernas 90, tu me dis, est-ce que j'ai vu Extrême Préjudice? C'est avec les mecs qui tirent sans... c'est ça, hein? Non, c'est pas ça. Je confonds complètement, je dis des conneries. Non, c'est Sans Retour. Mais c'est ça, d'accord, c'est Sans Retour, pardon, Sans Retour. Donc non, j'ai pas vu Extrême Préjudice, celui que j'ai vu, c'est Sans Retour. Mais alors, du coup, voilà, c'est avec Nick Nolte dans le Mexique, c'est ça?
Et du coup, mais alors attends, parce que tu me dis, arrête Karim, ce film il trône dans mes souvenirs, celui qui se passe à la frontière mexicaine. Non, je l'ai pas vu du coup, Extrême Préjudice. Il trône dans mes souvenirs d'enfance aux côtés de Last Action Hero, Die Hard et Terminator 2. Alors, je vais quand même un peu le défendre, mais alors du coup, oui, bon, c'est pas Die Hard, c'est pas Terminator 2 ni Last Action Hero. Ouais. Par contre, Mad Max, je suis désolé, mais faut pas déconner. Mais du coup, en fait, le truc qui est étrange, c'est qu'en fait, Kurosawa, quand il fait Yojimbo, et même si alors je sais pas si c'est avéré ou pas, mais moi, ça me fait beaucoup penser à un roman de Dashiell Hammett qui s'appelle La Moisson Rouge, que par ailleurs je vous recommande volontiers, qui a quand même un concept vraiment. Alors, c'est pas autant un remake, c'est pas une adaptation de La Moisson Rouge de Dashiell Hammett parce que le scénar est pas pareil, c'est pas comme Dernier Recours, c'est vraiment, ça reprend vraiment le délire de Yojimbo à fond. Mais et Dashiell Hammett, c'est encore La Moisson Rouge, scénaristiquement c'est différent, mais le concept de base en fait du mec qui arrive dans une ville et il y a des gangs rivaux et lui il choisit pas et en fait il fout la merde entre les gangs, ça c'est un truc qu'il y a dans La Moisson Rouge. Et en fait quand tu lis en fait c'est super bizarre parce que La Moisson Rouge, donc Dashiell Hammett, si vous connaissez pas, c'est un des écrivains classiques de romans noirs en fait. Et du coup, c'est ce contexte-là. Un peu. C'est un peu les années 30, c'est un peu ce côté Tommy Gunn, machin, etc. quoi. Et du coup, je comprends pas pourquoi ça, c'est pas juste une adaptation de La Moisson Rouge. Je comprends pas pourquoi il est parti sur ce délire de faire un remake de Yojimbo. Parce que du coup, en fait, si tu fais un remake de Yojimbo, forcément, ça va être comparé à Yojimbo. Et c'est dur parce que c'est quand même un film d'Akira Kurosawa et c'est un grand film, Yojimbo. Si tu le mets dans une ambiance quand même un peu western, ça va être quand même comparé immédiatement à Pour une poignée de dollars. Et en même temps, le fait que tu fasses se passer ça pendant la prohibition dans les années 30, ça fait que ça la rapproche d'une autre œuvre qui ressemble de ouf, qui est La Moisson Rouge, qui est un excellent roman. Et donc, du coup, ça amène aussi une comparaison par rapport à ça. Et en fait, Dernier Recours, c'est moins bien que ces trois trucs-là. Donc, en fait, je comprends pas vraiment du tout pourquoi Walter Hill s'est pas dit, mais je vais juste acheter les droits, finalement, de La Moisson Rouge, faire une adaptation de La Moisson Rouge, en gros, quitte à changer un peu les trucs, à faire des machins et tout. Alors, peut-être, il trouvait que l'histoire de Kurosawa était un peu mieux écrite et tout, mais à la limite, si c'est une adaptation d'un bouquin, il peut la retravailler et tout. Il faut que j'arrête de dire et tout. Mais je trouve qu'il y a un acte manqué. Il y a une adaptation en fait qui n'existe pas du coup parce qu'à ma connaissance, La Moisson Rouge n'a jamais été adaptée. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas cette idée simplement dans sa tête qui est pas venue de dire on va juste adapter le truc qui inspire visiblement Kurosawa quoi. Donc après, le film a quand même, je trouve, des qualités. Donc, moi, je trouve l'image, elle est un petit peu... C'est dommage d'avoir tout enterré dans ce côté un peu sépia et tout, qui donne un rendu un peu cheapos, en fait, au film. Il y a un côté hardboiled qui est intéressant quand même. On sent que ça doit s'inspirer un peu du cinéma hongkongais pour certains gunfights, je trouve. Peut-être pas en même temps. Peut-être pas du tout. Et peut-être que c'est juste parce que c'est un peu... Il y a des guns, donc... Desperado, c'est quand? Parce qu'il y a des moments, il met des balles quand même à Bruce Willis un petit peu dans la gueule des gens. Il y a ce côté-là. C'est un film qui rigole pas, en fait. Qui est vraiment un truc... Après, c'est Walter Hill, du coup, il est vraiment dans un délire. Il est concentré à l'idée de faire un bon petit film, quand même, qui bastonne un peu, quoi. Donc, il y a ce côté un peu nerveux, quand même, dans le film qui est vraiment cool, je trouve. Il y a des scènes. En fait, le problème, c'est que je trouve que Bruce Willis, il en fait un peu trop des caisses. Je trouve qu'il y a un moment, en fait, il la joue en mode. Mais en fait, le problème, c'est qu'en plus, juste son jeu d'acteur, du coup, ça te fait un peu penser à Clint Eastwood, même si c'est un peu Bogart, c'est un peu un truc comme ça, mais ça fait un peu penser à Clint Eastwood. Il a un peu le regard plissé comme ça, il est un peu, je parle pas trop, et je mets des bastos, et du coup, il y a un peu de Clint Eastwood. Et du coup, tu te dis, mais merde, ça, du coup, ça fait encore plus penser à Pour une poignée de dollars, et tu fais, mais c'est vachement moins bien que Pour une poignée de dollars en tout point, quoi. Donc, c'est trop bizarre, parce qu'en soi, c'est pas un film de merde, je trouve, vraiment. Et même, j'aurais tendance à. Je l'apprécie beaucoup plus que ce que les gens globalement disent sur le film, quoi. Je trouve que ça mérite mieux que ce que les gens ont pu dire sur le film. Même si tu sens qu'il y a des problèmes de montage, tu sens que la voix off, même si, ok, ça appartient au film noir et tout, parfois elle est là pour combler, parce qu'il y a une voix off dans le film du coup, tu sens qu'elle est là pour combler des points de montage qui marchent pas complètement, donc t'as des fondus enchaînés entre des moments et des trucs, et tu fais, c'est pas super bien rythmé non plus, mais quand même il y a un truc un peu tenu dans le film où ça essaye d'être réglo par rapport au côté, vraiment c'est un actionneur un peu film noir bourrin qui va beaucoup s'inspirer du western, avec des scènes d'action qui sont pas complètement nulles non plus. Il y a certains plans qui sont un peu sympas et tout. Ça bastonne. Mais c'est pas complètement fini. Et je trouve que le concept aurait pu être vraiment sympa. En fait, quand tu vois le film, tu te dis, mais putain, j'adorerais voir en fait une bonne adaptation par Walter Hill de La Moisson Rouge, où il a un peu carte blanche pour faire un petit peu ce qu'il veut. Et je pense que le projet aurait été beaucoup plus intéressant comme ça. Donc, à regarder comme une curiosité des années 90, qui est pas complètement...
Moi, j'ai entendu que les droits de la Moisson Rouge ont été achetés pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 4 Pourquoi pas. Voilà. C'est la prolongation du Dernier Samaritain. Ah bah tu vois, on revient toujours à comment s'appelle-t-il 95 Desperado. Peut-être qu'il connaissait pas le roman. T'inquiète, il connaissait le roman, c'est sûr. Le cadrage a l'air éclaté, Karim. Ça va, c'est pas honteux. Alors putain, je me souviens plus si c'est le vrai ratio du film. Ça va. Je trouve qu'il y a des moments un peu pas ouf de débulage dans le cadre parfois, ce qu'il fait. Mais ça arrive. C'est pas si gênant que ça. Et ça peut être même intéressant. Moi, il y a un ou deux gunfights que je trouve pas trop mal en cadre. Je trouve que c'est pas mal. Il débarque, t'as Bruce Willis qui arrive dans un endroit où il y a plein de méchants. Ah ouais, puis c'est un super héros aussi. C'est un peu relou parce qu'il est dans des situations en fait. Après, c'est le délire du personnage qui est vraiment très très fort, quoi. Mais c'est vrai qu'il est dans des situations où, en fait, il y a des moments où tu te dis, les gens contre qui il se bat, ils sont vraiment nuls. Genre, ils tirent vraiment mal, quoi. Parce que tu fais, c'est pas possible de pas le toucher, le gars, il est tout seul, vous êtes 47. Tu vois, genre, c'est pas possible. Vous auriez pu le fumer 12 fois normalement. Et alors juste, il y a quand même Christopher Walken dans un rôle intéressant, et en plus c'est un rôle où ça fait monter la sauce, donc c'est un petit peu le tueur, le tueur de ouf. Parce que du coup, il y a un des deux gangs qui a un tueur à gages, mais qui est un tueur de ouf. Genre, il s'appelle Iki, si je ne m'abuse. Et c'est genre, ils font monter la sauce de ouf. Sur ce personnage-là de Christopher Walken, pendant toute la première partie du film, tu le vois pas, mais on te dit le mec c'est un tueur de malade. Quand il était petit, il a égorgé son daron. Je vous jure que c'est un vrai truc. Quand il était petit, il a tranché la gorge de son père. Après, ils l'ont envoyé dans un orphelinat. Il a brûlé l'orphelinat. C'est des vrais trucs qui se disent dans le film. Et après, tu le vois et il est cool parce que c'est Christopher Walken et il est hyper flippant. Et genre, il a une voix de ouf et tout. Et puis, il bourrine des mecs à la Tony Gunn et tout. Donc, il a un rôle quand même vraiment sympa à voir dans le film. Et après, il y a du coup, évidemment, arrive la fin du film, quoi. Et il y a forcément un affrontement entre ce gros méchant badass et Bruce Willis, et c'est hyper décevant. Voilà, je vous dis pas la fin, mais moi quand je vois cette fin de ce personnage-là où on t'a fait monter la sauce pendant tout le film, quand il arrive c'est cool, et la fin de ce personnage elle est hyper décevante, je trouve. Tu regardes le truc, tu fais en fait non, ça amène à un truc pas ouf. Donc un peu dommage. Il n'empêche que Walter Hill est un cinéaste émérite, que Bruce Willis est un fantastique acteur que j'aime de tout mon cœur et que j'aimerais toujours, et qu'en plus c'est une période que j'adore de Bruce Willis. Là il en fait des caisses, c'est un peu dommage. Mais c'est quand même, c'est toujours sympa de voir un film avec Bruce Willis qui a un pistolet, quoi. Voilà. Sinon, je vous recommande Hudson Hawk, qui n'a rien à voir. Mais ça, c'est un film que tout le monde déteste vraiment et que moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est l'inverse de The Batman. C'est le film où tout le monde l'aime bien. Enfin, tout le monde le déteste et moi je l'aime bien, contrairement à The Batman. Oui, t'as raison, PokerNest 90, on lui a planté un pic à glace dans les cordes vocales, et c'est dit dans le film, effectivement. Parce qu'il a une grosse cicatrice, donc on lui a ravagé la gueule, et après on lui a planté un pic à glace dans les cordes vocales, et c'est pour ça qu'il a une voix un peu chelou dans le film. Ouais, non, il est hardcore, le personnage de Christopher Walken dans le film. Tu détestes The Batman? Je déteste pas The Batman, mais je le trouve pas terrible. Et je trouve que... Et en plus... J'aime bien le réal, tu vois, de The Batman. J'aime bien Matt Reeves parce que j'aime bien ces planètes des singes. Mais je vous ferai un live en entier sur The Batman où je vous expliquerai vraiment pourquoi j'aime pas le film et pourquoi je vous ferai un live où je vous dirai pourquoi j'aime pas The Batman et je vous ferai une liste de films à voir qui font que j'aime pas The Batman. En fait, la raison pour laquelle j'aime pas The Batman, c'est que je trouve que c'est vraiment c'est une imitation de plein d'autres films que je trouve vraiment mieux en tout point. Et je vous dirai tous les films que je trouve mieux que The Batman à regarder si vous aimez bien The Batman. Du coup, on peut se retrouver autour des influences de The Batman et de ce qu'il faut avoir vu. Si vous voulez voir de quoi ça s'inspire, je vous ferai une très longue liste. Voilà. Seven, entre autres. Mais il y en a plein. Il y en a vraiment, vraiment plein, quoi. Je le ferai pas en chanson. Je ferai pas un C'est mieux que The Batman. Non, mais c'est pas une merde en fait, mais c'est juste qu'en fait, je trouve que c'est un film qui annonce des trucs qu'il fait jamais, quoi. Et moi, au bout d'un moment, en fait, au début, ça me saoule un peu. Je me dis bon, voilà, vas-y, il essaye de faire ça, mais en fait, il le fait pas vraiment. Mais peut-être que après, et pendant tout le film, c'est ça, et jusqu'à la fin du film, c'est ça, et c'est long, quoi. Du coup, ça fait, je sais plus, c'est 2h30, c'est plus de 2h30 The Batman, et c'est plus de 2h30 d'un film qui arrête pas de te dire ouais, je vais faire ça.
Et en fait, ça, il le fait jamais. Et je vous dirai très précisément les trucs dont je parle. Donc, ce sera une façon aussi, je vous l'annoncerai en avance. Comme ça, je vous dirai, regardez The Batman, comme ça, j'ai le droit de spoiler, en fait. Parce que sinon, ça va être relou, parce que je vais citer des scènes précises du film, et vous les aurez pas vues, et du coup, donc je vous dirai, voilà, matez The Batman, et on discute des scènes, et je vous explique pourquoi dans cette scène-là, en fait, c'est abusé comment le film, il te fait croire qu'il va faire un truc qu'il fait pas, et pourquoi il y a ça pendant tout le film, et pour moi, c'est insupportable. The Batman souffre aussi du fait que Batman, bon, ça fait 30 ans qu'on le voit partout, ce serait bien de créer des nouveaux personnages maintenant. Mais oui, mais je pense qu'on peut faire des trucs encore un peu nouveaux, et je trouve que le postulat de départ du film, de ce qu'ils vont faire avec le personnage de Batman, il est pourquoi pas. Il est en mode, ah ouais, pourquoi pas. Ça peut être un peu nouveau, quoi. Mais ça le fait pas. Ils le font pas vraiment, quoi. Et moi, ça me saoule. L'énigme, entre autres, Wanye West, effectivement, il y a ce problème qui rentre dans la liste des trucs que Batman dit qu'il va faire et qu'il fait pas, quoi. Mais voilà. Mais j'en parlerai vraiment un peu précisément. Oui, effectivement, Shastafy, ça fait aussi partie des trucs, quoi. Mais il y a une liste de ouf. Et au bout d'un moment, vous savez, je me suis vraiment dit, parce que c'est 3 heures, et ça fait ça pendant 3 heures sur tout. Et du coup, je me suis demandé si c'était pas le propos du film, en fait, mais je suis même pas sûr. Que du coup, le propos du film, ce serait, vas-y, le monde, on annonce plein de trucs, mais en fait, ça va jamais à fond dans le truc. Peut-être c'est le sens que ça a dans le film, mais je comprends pas. Et pourtant, encore une fois, Matt Reeves, moi, son remake de Morse, je m'en fous, mais je trouve que ces Planètes des Singes, je les trouve hyper carrés et vraiment bien. Voilà. Mais bref, je vais remercier les gens et je vais pas tarder à couper ce stream puisque ça fait 2h30. Je m'étais promis de faire un stream de 2h30. On se retrouvera de toute façon, clac, on se retrouvera mardi pour jouer dans un full motion au jeu en FMV The Reaper, qui est un jeu qui met en scène un casting de ouf, qui comprend Karen Allen, donc que vous connaissez forcément pour son rôle fantastique dans Indiana Jones, mais aussi Christopher Walken dans un rôle incroyable. Donc c'est un jeu de détective cyberpunk. Donc ça va être super sympa. On va résoudre des enquêtes cyberpunk avec Christopher Walken qui, j'en suis sûr, va en faire des caisses. Pour tout vous dire, c'est extrêmement drôle parce que donc du coup on avait fait le deuxième, parce que j'avais fait Late Shift. Le deuxième full motion que j'avais fait, c'était sur Gabriel Knight 2, et on était tous d'accord pour dire qu'il y avait un énorme problème de casting avec des acteurs qui sont visiblement des amateurs. Le jeu auquel on va jouer, The Reaper, est très probablement, alors je veux pas, c'est un des jeux, je pense un des 5 jeux avec quelques GTA ou quelques trucs comme ça qui a le meilleur casting, avec vraiment les acteurs les plus resplendissants que vous avez jamais vus, et pourtant, de ce que j'ai lu, le jeu d'acteur est un énorme problème. Donc si vous voulez voir comment prendre un casting de ouf, faire n'importe quoi avec dans un jeu FMV de détective des années 90, restez tunés, on va jouer à The Reaper. Non, c'est Reaper. Je sais plus, je crois que c'est Reaper. C'est Reaper tout court. Voilà. Et si vous aimez Blue Oyster Cult, ça tombe bien puisque le thème du jeu, c'est une chanson qui figure dans le jeu est évidemment Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult. Voilà. Donc que de promesses, que de choses fantastiques. Donc on fait ça mardi, peut-être jeudi. Et jeudi ou ce week-end, on parlera de Evil Dead. Donc je vais remater les films. Je vais remater aussi le Alvarez que j'ai plus vu depuis sa sortie, que j'ai pas vu depuis sa sortie, et j'essaierai d'aller voir demain soir Evil Dead Rise, et comme ça on discutera globalement de la saga Evil Dead, peut-être des jeux vidéo Evil Dead, et éventuellement ça peut être intéressant, de plein de trucs. De toute façon c'est une saga absolument légendaire et fantastique de l'histoire du cinéma d'horreur que je vous recommande à tous. Karim, tu penses quoi des films des Charlots? Je ne sais pas pourquoi tu me poses cette question, j'en ai parlé il y a peu du Grand Bazar notamment de Claude Zidi, qui est un film que j'aime beaucoup. J'aime bien les films des Charlots, voilà, tout simplement. Je trouve ça sympathique. C'est pas des chefs-d'œuvre, hein, mais je trouve ça sympathique. Je les ai vus un peu toute mon enfance, les Bidas, les trucs. Les Charlots contre Dracula. Peut-être qu'on fera un live spécial, les Charlots contre Dracula, où on parlera des Charlots contre Dracula. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de Dracula ou du côté des Charlots? Pour moi, la question, elle est vite répondue. Les Charlots sont plus rigolos. Voilà. Est-ce que j'ai vu les films d'Ari Aster? Oui, je les ai vus tous les 3. Et j'ai d'ailleurs parlé de Boys Afraid il y a peu. D'ailleurs, j'ai vu le Grand Bazar grâce à toi, j'ai bien aimé. Écoute, Thomas Compositeur, de rien, ça me fait plaisir de faire découvrir des films aussi fantastiques. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Red Non, j'irai voir Evil Dead Rise demain, je pense. Boys of Raid, il est bien, j'ai fait un long live dessus, donc je vais pas revenir dessus. Voilà. Dracula, il est très froid. Est-ce que vous avez quelqu'un à Red dans le coin qui stream, ou est-ce qu'on se quitte là-dessus et ça fait plaisir? Voilà. La bonne objet, je ne connais pas, mais ça ira. Ça leur fera plaisir. Alors je connais pas, mais vas-y, envoie. Vas-y, Adonf. Ah bah attends, j'ai eu.
La bonne auberge. La bonne auberge. Bah, ils ont un blaze fantastique. Raid Shadow Legend. Non, mais je vais raid le premier arrivé, premier service. Et Messaïra, tu me dis donc il s'appelle comment? Je tape quoi? Je tape la bonne auberge avec des espaces? Ça dit pas de mater l'OAV de Gun. Mais j'ai vu l'OAV de Gun, mais je trouve ça fantastique. Hop, clac. Donc je fais raid. Ou alors si tu peux t'en occuper, Messaïra, c'est fantastique. Tu peux gérer? Est-ce que tu peux gérer pendant que je fais des rototos? Mais est-ce que je dois taper la bonne auberge avec des espaces? Non, tu peux pas. Ok, attends. D'accord, ok, on me donne le nom. Tac, j'envoie. Voilà. Donc c'est du JDR, apparemment je connais pas du tout, mais en tout cas vous les saluez de ma part, vous leur faites des bisous. Hop, si je fais ça, clac, ça marche? Identifiant non valide. Non, ça ne marche pas la bonne auberge. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup à toi, Chahu. C'était la bonne auberge JDR. Vous vous êtes bien fait avoir. Donc, je vous embrasse très, très fort. En tout cas, je vous dis à tout bientôt. Je vous dis à mardi, en fait. On se retrouve mardi où on fera du The Reaper ou Reaper, je sais plus. Mais ça sera hyper cool. Et il y aura Christopher Walken. Donc, si vous êtes fan de Christopher Walken, on va découvrir ensemble une œuvre avec Christopher Walken. Je pense que ça vaut tout l'or du monde. Bisous, bye bye. Et amusez-vous bien avec la bonne auberge.